Alors Mauricio Gatti, nous allons à présent parler un petit peu des thématiques qui traversent les différentes œuvres des écrivains et des écrivaines autochtones. Alors vous dites en préambule de littératures autochtones à propos de la communauté qui vous a accueilli la première fois lorsque vous êtes arrivé à Québec. Ils me taquinaient toujours mais c'était amical, c'était leur façon de communiquer. Darrell Dennis, qui est également un écrivain, auteur des contes d'un Indien urbain, dit que l'humour est probablement le mécanisme de survie le plus important et le plus prégnant dans les sociétés autochtones, qu'il constitue une façon de composer avec le chaos tout en maintenant une continuité de l'identité. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'importance de l'humour dans ces communautés? Oui, effectivement, les autochtones sont drôles. Au sens que l'idée de l'autochtone qui ne parle pas, qui est sérieux, qui est ténébreux et silencieux, moi, c'est pas du tout mon expérience au Québec, du moins chez les communautés autochtones au Québec, parce qu'effectivement, de façon générale, ce sont des peuples très accueillants et très taquins. C'est vraiment une façon de communiquer. Donc, quand tu arrives dans une communauté, dans un village, ça va être leur façon de te tester un peu, de voir quel genre de personne tu es et si on peut effectivement établir un lien. Parce qu'ils vont commencer à faire des blagues, te taquiner et voir comment toi tu réagis. Des fois, ils y vont solides. Mais culturellement, c'est vraiment l'esprit de la répartie est très apprécié. Alors, bon, moi j'aime bien faire des blagues, donc d'habitude je m'entendais bien, mais c'est moi qui perdais dans le. Dans la jouxte verbale. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est vraiment, je pense, depuis qu'on a des traces, les premiers explorateurs européens, c'est une des choses qu'ils ont remarqué, donc je pense que c'est génétique chez eux. Et puis probablement aussi c'était un mécanisme ça s'est transformé en partie en mécanisme de survie quand la colonisation a eu toutes les conséquences négatives qu'elle a eues dans les réserves pour justement permettre d'évacuer et de survivre. Parce qu'effectivement, des fois, il y a certaines réalités qui sont très dures et l'humour, l'ironie te permet d'aller au-delà. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'écriture, parce qu'effectivement, dans les romans, il y a toujours des personnages drôles, des blagues, et donc c'est quelque chose qui influence aussi l'écriture. Oui, et parfois ça masque aussi des réalités justement très, très sombres. Hein. Oui. Par exemple, là, sur les contes d'un Indien urbain, on pourrait peut-être en parler un petit peu. Ça, a priori, c'est une pièce de théâtre drôle, mais en vérité, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est pas si drôle que ça. Oui, parce que dans Condamné urbain, justement, ils affrontaient tous les stéréotypes qu'on affronte d'habitude sur les autochtones. Si on en prend une récente, Mouliats, qui est sortie aux éditions Nénorac, dont on parlait tout à l'heure, il y a quelques années. Charles Bender, Natacha Canapé-Fontaine, Marco Collin et d'autres sont à l'origine de cette pièce qui a été écrite vraiment en collaboration entre autochtones et québécois. Et ils ont voulu explorer pas tous, mais plusieurs des stéréotypes qui reviennent souvent sur les autochtones, mais dans une clé humoristique justement pour rire dessus et montrer que finalement ce n'est pas si important que ça et qu'on peut aller au-delà ensemble en communiquant. Et justement, à propos de cette pièce de Darrell Lewis, Isabelle Saint-Armand, qui donc analyse la pièce, affirme que l'individualité du personnage sera toujours effacée sous une projection imaginaire de l'indianité. Et donc elle cite le personnage: qui j'étais n'avait pas d'importance, c'est ce que j'étais qui comptait. Donc, en écho à ces mots, on pense par exemple aux fameux Indiens dans les films de western, par exemple, à toute la fictionnalisation, toute la folklorisation qu'il y a eu autour de ces peuples. Alors, dans quelle mesure est-ce que la littérature autochtone elle a permis, ou elle permet encore aujourd'hui, de dépasser cette forme peut-être de déshumanisation finalement des Premières Nations? Alors je pense que la littérature, dans ce sens-là, elle a permis aux lecteurs de rentrer directement en communication avec le monde autochtone à travers les émotions. Donc c'est ça, je pense, un des pouvoirs de la littérature en général et dans ce contexte-là en particulier. Parce que
Moi, j'ai vu souvent, bon, on va parler tout à l'heure peut-être des thématiques, mais souvent les auteurs vont parler de leur territoire, de la dépossession, etc. Alors, quand on voit des communiqués de presse sortir justement dans les journaux de chefs qui disent bon, tel barrage sur telle rivière, on n'est pas d'accord, le public d'habitude va dire encore les Indiens qui se plaignent. Alors que si par exemple un auteur va construire une pièce de théâtre ou un roman sur la même thématique, mais en créant des personnages, une intrigue, de l'humour, de l'amour, et ainsi de suite, eh bien, il va permettre au lecteur de rentrer en contact avec cette thématique de façon différente, à travers justement les émotions, et donc de l'aborder et de l'accepter et de l'apprivoiser de façon plus intime et plus constructive, quant à moi. Et, euh, et je pense que c'est justement une des choses que les auteurs ont aussi consciemment adopté de la littérature au fil des années, parce que effectivement, dans les années 70, c'était une littérature qui avait plutôt tendance à être très revendicatrice, alors que dans le temps, euh, peut-être elle est toujours revendicatrice, mais de façon plus subtile. Oui, oui. Alors, ça m'amène justement à vous parler de Yves Sioui Durand, qui est donc Wandate, et qui affirme nous avons terriblement besoin d'une littérature qui transcende les lieux communs du discours politique, des stéréotypes identitaires désuets, pour que nos histoires soient dites, soient connues, pour que nous puissions retrouver la liberté de pensée et de parole, la réalité profonde de ce que nous sommes. Est-ce que vous pourriez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette citation qui rejoint justement les questions de thématiques et d'évolution des sujets abordés justement Je pense que ça reprend ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que de façon générale, à cause de l'histoire de la colonisation et à cause de toutes les images qui à travers les siècles ont été construites à propos des autochtones, eh bien nous avons tendance, même sans le vouloir, et je m'inclus dans la chose, nous avons tendance à avoir une certaine image des préjugés. Une projection, oui. Oui, une certaine image déjà construite de ce que les autochtones sont, devraient être, ou nous pensons qu'ils sont. Je vous fais un exemple. Souvent on me demande, mais attends, comment ça se passe dans les réserves? Qu'est-ce qui se passe? Comment t'es reçu? Justement, les Québécois qui pensent beaucoup à la crise d'Oka dont on a parlé. Donc, moi, je suis allé souvent dans les communautés Mohawk et les Québécois ont encore. Disons, c'est pas facile pour eux d'aller dans une communauté Mohawk, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a encore ce souvenir de cette crise de 90. Et moi, je leur dis, ben, il faut que tu sois toi-même, tout simplement. Tu sais, tu vas comme tu irais n'importe où ailleurs, parce que c'est important de juste considérer les gens comme des êtres humains normaux, comme n'importe qui d'autre ailleurs. Alors que si tu rentres dans une communauté et tu te dis, ah, tiens, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois lui dire? Si je lui dis ça, il va penser ça. Et puis, alors c'est sûr que le rapport humain va être biaisé. Et les gens sont habitués, donc vont le sentir tout de suite. Alors que si on y va avec simplicité et avec spontanéité, ben, c'est ce qu'on va recevoir de l'autre côté aussi. Et puis bien entendu, il y a aussi au fil des siècles, l'envie vraiment de présenter une certaine image des fois négative, justement pour obtenir certains résultats de différents, soit du gouvernement, soit de compagnies qui voulaient développer certaines choses dans certains territoires. Alors c'est sûr que ça les affectait beaucoup de différentes façons, les autochtones. Oui, bien sûr. Et donc pour continuer sur cette idée de préjugés et de stéréotypes, si on se place du point de vue autochtone et qu'on place à ce moment-là le cadre de référence comme étant le cadre des Premières Nations, l'autre n'est plus justement l'autochtone, mais l'autre devient le blanc. Eh oui. Voilà. Et l'image qui en est donnée dans la plupart des œuvres autochtones,
notamment dans les années 70 et 80, c'est une image qui est quand même diabolique. C'est-à-dire qu'on a un manichéisme qui est très important entre les Premières Nations d'une part et les Blancs d'autre part, qui sont, et là je cite Marie-Hélène Janotte, porteurs de la responsabilité coloniale. Donc on trouve dans différents textes plusieurs traits communs, l'incompétence dans la nature, des vêtements qui ne sont pas du tout appropriés au territoire autochtone. Mais ça, c'est pas des stéréotypes, c'est Oui. non, non, je fais des blagues. On trouve aussi une bassesse morale, c'est quelque chose qui revient beaucoup des colonisateurs, une justice qui est toujours en faveur des Blancs mais qui ne l'est jamais pour les peuples des Premières Nations. Donc en fait, des traits de caractère qui sont à l'extrême opposé des valeurs en fait, des Premières Nations. Pourquoi est-ce que cette diabolisation du Blanc a été si importante pour ces peuples-là? Je pense que dans ces années-là, dans les années 70, quand les auteurs ont commencé à écrire, disons la dimension politique était très forte et très présente dans leurs œuvres. Parce que ils voulaient surtout à l'époque que leurs revendications, leur point de vue sur l'histoire soient connus. Et puis ils étaient porteurs quand même d'un traumatisme colonial qu'ils avaient besoin d'exprimer et d'évacuer. Parce qu'après, dans les années, on voit quand même une évolution de ce point de vue-là. Dans les auteurs plus récents, par exemple, je pense au dernier roman de Natacha Canapé-Fontaine, Nawetaquan, Un silence pour un bruit. Alors là, on voit que vraiment le blanc n'a pas du tout ce caractère-là. Parce que je pense que les nouvelles générations sont passées à autre chose, ou l'expriment de façon différente. Oui, des fois on fait des blagues, mais bon, comme je disais tout à l'heure, des fois c'est aussi une façon de communiquer. Donc les personnages, soit autochtones, soit non autochtones, sont quand même plus nuancés, je dirais. Et je pense que ça fait partie de l'évolution aussi des différents écrivains. Aussi, il y a d'autres auteurs dans lesquels les personnages sont vraiment très équilibrés et où il y a vraiment une justesse, je ne sais pas, dans la façon de représenter soit les autochtones que les Québécois, parce qu'il y a quand même beaucoup de belles collaborations qu'on voit dans les villages entre autochtones et Québécois. C'est pas toujours la guerre et le conflit, donc bien entendu les gens savent le reconnaître et donc en parlent. D'ailleurs, Chouni de Naomi Fontaine, justement, c'est l'échange épistolaire entre la narratrice et une amie blanche, québécoise. Il y a beaucoup d'amour et d'affection. Oui, parce que Chouni, c'est peut-être pour nos auditeurs et notre public, Chouni, en fait, c'est la façon de dire Julie en Inuaimun, voilà, puisque le prononcé différemment. Donc c'est vraiment une correspondance entre la narratrice Inou et cette personne. Et comme je dis, on sent beaucoup d'affection. Ici, je vois Aïmetito, parlons-nous, qui est vraiment un recueil de correspondance entre auteurs autochtones et auteurs non autochtones, publié chez Mémoire d'Ancré par Laure Morali, qui a eu cette idée justement de faire communiquer ces deux mondes à travers la littérature. Et ça a été un franc succès parce que ça a permis de créer vraiment des solidarités littéraires qui ont duré. Et donc certains auteurs ont même décidé de publier des livres, des recueils de poèmes ensemble, après cette expérience-là qui leur avait permis de se découvrir mutuellement. Donc ça, je pense que c'est une des belles choses que la littérature, mais d'autres formes de création artistique permettent. On a ce langage commun, la musique, la peinture, qui nous permet de communiquer indépendamment de nos origines ethniques. Oui, tout à fait. Donc on voit qu'il y a quand même une belle évolution dans cette littérature-là. Et est-ce qu'on trouve des constantes au niveau des thématiques plus générales, peut-être moins politiques, à travers les ouvrages de la naissance de la littérature autochtone, si je puis dire, jusqu'à aujourd'hui? Alors c'est sûr que dans les années 70, on parlait surtout du passé, parce que c'était vraiment ce qu'on voulait préserver, ce qu'on voulait montrer. Et puis petit à petit, on a commencé à explorer
beaucoup d'autres thématiques. C'est sûr que la question de la vie dans les territoires ancestraux, de la vie dans les réserves, dans les vies en ville, dans la vie en ville, les rapports intergénérationnels entre personnes âgées et jeunes, l'histoire de la colonisation, les questions identitaires, ce sont des thématiques qui sont constantes, même si après elles viennent aborder de façon différente, dépendant de l'auteur, de l'autrice, de la génération de l'auteur, de la culture d'origine, culture autochtone d'origine de l'auteur. Par contre, elles vont revenir toujours. Ceci dit, par exemple, je parlais tout à l'heure de Louis-Carl Becker-Sioui, parce que lui, c'est intéressant, parce qu'il commence à introduire la science-fiction dans ses œuvres. Il y a déjà d'autres auteurs dans les provinces anglophones qui l'ont fait, et ça, c'est très original, pardon, pour le Québec. Et ou par exemple, Virginia Pessemapé au bord de l'eau, qui est une autrice d'origine Cree, qui, elle, a publié L'Amant du lac, donc un roman où elle aborde la question de l'érotisme, le corps de la femme, la sexualité, qui sont des thématiques qui ne sont pas beaucoup abordées dans les œuvres autochtones, pour redonner justement de la dignité, de l'importance et de la naturalité à cette chose-là. Justement, après toutes les violences et les abus que les femmes autochtones, effectivement, ont dû et doivent encore subir aujourd'hui, avec toutes les femmes disparues autochtones au Canada, donc quelque chose qui arrive malheureusement très régulièrement. Donc pouvoir aborder cette question d'un point de vue naturel et non traumatisant, comme ça devrait l'être. Et aussi dans l'évolution des thématiques, c'est intéressant de voir que une constante chez les auteurs autochtones, c'est qu'ils parlent toujours des autochtones. Oui. Alors qu'aujourd'hui, il y a certains auteurs qui ont commencé, qui sont autochtones. Je pense à Julie Cortness, originaire de Pointe-Bleue, Mashtewetz, qui a publié des romans où elle ne parle pas du tout des autochtones. Et donc ça aussi, c'est un signe que la littérature autochtone est en train d'évoluer, et justement que les auteurs sont en train de faire un cheminement qu'il est naturel de faire dans toute littérature. C'est normal qu'un auteur commence à écrire sur ce qu'il connaît le mieux, donc son pays, sa culture d'origine. Alors bien entendu, les auteurs autochtones ont commencé à faire la même chose, parler de leur communauté, de leur village, de leur expérience de vie personnelle, mais petit à petit en s'ouvrant sur le monde, parce que effectivement, les auteurs sont toujours soumis à ce jugement par rapport à leur création. Le fait qu'ils soient autochtones prédétermine tout, en fait, et ne leur laisse pas des fois la liberté de pouvoir dire j'ai envie de faire un poème sur des fleurs, là je dis n'importe quoi, mais sans nécessairement devoir parler d'une fleur traditionnelle qui grandit en territoire inou et qui est importante pour faire de la médecine traditionnelle. Non, juste une fleur que j'ai vue qui me plaît. Il y en a des poèmes comme ça, bien entendu, mais de façon générale, les auteurs sentent cette pression qui vient même des autochtones, pas juste des une attente. Il y a quand même une attente, mais parce que c'est normal, à partir du moment où tu te mets en jeu, tu crées ce genre de mécanisme. Merci Maurizio Gatti.